Bonsoir à tous, il est 23 h dans l'actualité de ce lundi 21 juin 2021. Ouverture ce lundi à Abidjan de la première rencontre du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Agriculture des deux pays. Des précisions dans ce journal dans quelques instants. L'administration de doses Pfizer contre la Covid-19 est désormais effective en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait ce lundi au parc des sports de Trècheville. Le délai entre deux doses de vaccin Pfizer est de 3 semaines avec un taux de protection de 95%. Puis l'ancien ministre des Sports et le nouveau président du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après avoir pris fonction, François Albert Amichia sollicite le soutien de tous pour la réussite de la CAN de football de notre pays en 2023. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Experts ivoiriens et ghanéens s'attellent à doter l'initiative Cacao d'une charte. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Robena Kwasi Adjoumani, et son homologue du Ghana ne ménagent aucun effort à cet effet. Ils entendent rendre solide l'organisation pour le bonheur des cacaoyers dans leurs pays respectifs. Le reportage de Noël Nyagno. Do solemnly affirm. Atteste sur l'honneur que je servirai pleinement l'initiative en ma qualité de secrétaire exécutif et que je m'engage à maintenir et préserver, protéger de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire et Ghana. Avec cet engagement de l'Ivoirien Pierre-Alex Assanvo, premier secrétaire exécutif, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana devient opérationnelle à côté de ce 21 juin 2021. Mission de l'institution, superviser et gouverner tous les accords avec en prime la question des prix aux producteurs. La grande question aujourd'hui, c'est le prix du cacao aux planteurs. Donc la première action pour moi serait de réconcilier et renforcer le dialogue avec l'industrie pour comprendre comment est-ce que nous pouvons passer au-delà des problématiques actuelles. Organe suprême, le comité de pilotage doit être l'affaire de tous. D'où l'appel du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire à toutes les parties prenantes. Il est de notre devoir à tous, gouvernants, membres de l'organisation, sinon de l'organe opérationnel de l'initiative qui vient d'être mise en place, partenaires techniques et financiers, dont certains sont dans cette salle, producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur, d'œuvrer pour la prospérité des activités de l'initiative, car la pérennisation des activités de nos braves producteurs et l'économie cacaoyère en dépendent. Le cacao, une matière première stratégique pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, un facteur de consolidation de l'intégration régionale comme l'a été le charbon et l'acier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour l'Union européenne. Ici, nous avons déjà la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais cette communauté doit être renforcée, consolidée par des intégrations dans certains secteurs stratégiques tels que c'est fait aujourd'hui le cacao. Surtout que cette initiative est qualifiée de pertinente par les producteurs et exportateurs. Ce qui fonde ma satisfaction d'abord, c'est que la Côte d'Ivoire et le Ghana se soient rapprochés pour un objectif que les exportateurs épousent, à savoir l'amélioration du revenu des planteurs. C'est une cause à laquelle adhèrent tous les exportateurs. Je suis très heureuse cet après-midi que vraiment il y a une très bonne organisation pour le comité de pilotage entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je suis fière. Le comité de pilotage est présidé de façon tournante par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le secrétariat exécutif est dirigé par un Ivoirien jusqu'à 2025. Le Ghana abrite le siège et assure la présidence pour cette première année. Initiée par la fondation Keidan, la caravane de l'entrepreneur était jeudi dernier à la rencontre des étudiants de l'ESCAE, l'école supérieure de commerce et d'administration de l'entreprise. Elle a aussi rencontré des étudiants des autres grandes écoles de l'INPHB de Yamoussoukro. Objectif, susciter en ces étudiants l'esprit de l'entrepreneuriat. Jean-Claude Kwame.
Pour la troisième étape de la caravane de l'entrepreneur, 4 panélistes ont été retenus par la Fondation Keidan à l'étape de Yamoussoukro. Gilles Ataï s'est prononcé sur le rôle majeur de la bienveillance en entrepreneuriat. Didier Drogba, footballeur international, a parlé de la nécessité de savoir gérer son succès pour éviter de voir son ascension freinée. Gilles Alexandre Ndia a insisté pour sa part sur l'importance du choix du partenaire d'affaires. Ce choix est primordial pour le succès de l'entreprise en création. Ils ont déjà des amis qui sont sur le campus avec qui ils sont tous les jours. Pourquoi ne pas commencer maintenant ? Commencer à s'unir, commencer à former cette entreprise à partir de l'école. Et je pense que l'ESCA est une école d'élite et donc ils peuvent vraiment produire en fait des entreprises d'excellence à partir d'ici. Enfin, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a souligné que l'administration c'est bien, mais créer son entreprise, c'est encore mieux. Chaque année, c'est entre 200 et 300 000 personnes qui viennent sur le marché. Il est extrêmement difficile pour l'État seul de faire face. Donc nous encourageons nos jeunes à aller évidemment vers le secteur privé et surtout à aller vers l'entrepreneuriat parce que notre pays regorge d'opportunités dans tous les domaines. Et pour couronner les panélistes, Amadou Samankoua a présenté les différents secteurs d'activité où entreprendre aux étudiants. Les étudiants ont beaucoup appris de ces échanges. J'ai eu assez d'informations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je pense que par l'entrepreneuriat, nous pouvons travailler à nos propres comptes. Ça a été vraiment enrichissant pour moi en tant que personne parce que j'ai pu prendre des initiatives intérieurement, j'ai pu définir des priorités, des objectifs par rapport à ce que je me fixe comme objectif pour les années à venir. Initiée par la Fondation Keidan, dirigée par Alain Kouadio, la caravane de l'entrepreneur a pour objectif d'inculquer la culture entrepreneuriale aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 21 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 21 juin 2021 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 377 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 42 guéris et 0 décès. À la date du 21 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 47 cas confirmés, dont 47 487 personnes guéries, 308 décès et 252 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 690 236. Le 20 juin, 7 459 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 733 375 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et justement, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a lancé ce lundi à Abidjan la campagne de vaccination Pfizer contre la Covid-19. Plus de 100 000 doses de vaccins seront disponibles pour les 10 districts sanitaires de la capitale économique ivoirienne. Le ministère de tutelle enregistre à ce jour plus de 700 000 doses de vaccins anti-Covid-19 déjà administrées. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Centre de vaccination anti-Covid de Trècheville. Il est 8h du matin. Les agents de l'édit centre acheminent de nouvelles préparations médicales et biologiques anti-Covid vers les postes de vaccination. C'est le lancement du vaccin Pfizer sous la supervision des services compétents du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accompagne les populations cibles dans cette opération de masse. Vous verrez que tout autour de nous, dans certains pays qui ont réussi des taux de vaccination suffisamment importants, on est même en train de petit à petit d'alléger les mesures, n'est-ce pas, les mesures barrières. J'encourage tout un chacun à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est une question de santé publique, c'est donc un devoir citoyen. Il y a une petite consultation, qu'on pose des questions, pour savoir si on a des pathologies chroniques, si on est allergique. Mais bon, ce sont des questions de routine. 100 620 doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Le ministère de tutelle invite aussi les populations déjà vaccinées à respecter les consignes de prévention. Le vaccin
va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Vous l'avez dit, il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Nous attendons aussi du vaccin AstraZeneca pour que ceux qui ont déjà fait le vaccin AstraZeneca puissent avoir leur deuxième dose. Ce ne sont pas les mêmes types de vaccins. Donc ceux qui font le Pfizer aujourd'hui doivent continuer leur deuxième dose dans 3 semaines. Ceux qui ont eu le vaccin AstraZeneca attendront que nous ayons un nouvel approvisionnement et vont faire leur deuxième dose d'AstraZeneca. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. C'est des vaccins qui sont sûrs. Et vous avez vu, avec le vaccin AstraZeneca, nous n'avons pas eu d'effet secondaire qui a entraîné un décès. Le vaccin Pfizer serait efficace à 95% pour prévenir les infections de la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Autre chose à présent, les précipitations de la nuit de samedi à dimanche ont causé beaucoup de dégâts à Abidjan. De nombreuses informations, dont celle de la destruction du pont de la rivière Golfe reliant Mputo par des eaux de ruissellement, ont été distillées partout sur les réseaux sociaux. Face à la montée des eaux, la structure demeure partiellement fonctionnelle. Le constat de Franck Quadio. Allumez vos phares. Un panneau indicateur, la passerelle reliant la rivière Golfe à Mputo dans la commune de Cocody, bel et bien fonctionnelle, contrairement aux informations faisant état de la destruction totale de la structure suite à la pluie de la journée d'hier dimanche. Aux environs de 6h, 7h par la pluie là. Donc l'ancien pont qui était là était très bas. Et nous sommes montés faire les travaux. Et hier quand il a plu, l'eau est sortie de son nid. Ce qui a fait que juste à côté, là où l'eau est passée sur le côté, ça a carrément creusé sur le côté. Il n'y a pas de pont qui a cédé. Donc hier nuit, nous sommes venus, nous avons travaillé. On a essayé de, fermer avec du gravier. Et ce matin, les voitures passent facilement. Et nous avons même des agents qui sont arrêtés là pour réguler la circulation. Nous sommes en train de faire un nouveau pont que nous allons rehausser. L'ancien pont était très bas. Quand il pleuvait même, aucun véhicule ne pouvait passer par ici. Le prochain pont que nous allons faire, il sera très haut. Et facilement, l'eau va passer en bas et il n'y aura plus de problème. Des usagers rassurés donc qui reprennent le trafic sur la voie partielle mise à disposition. Tout était coupé hier, mais aujourd'hui, au moins, il y a embouteillage, mais on passe. Un pont plus praticable, les travaux sont prévus prendre fin dans les mois qui suivent. Selon une enquête réalisée en 2016, plus de 5 millions de personnes n'ont pas accès à des toilettes en Côte d'Ivoire. Les communautés rurales et les écoles sont les plus touchées. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé vendredi dernier à Yamoussoukro à la remise officielle d'équipements aux animateurs communautaires constitués en très petites entreprises. Des tricycles, des motos, des pioches, des brouettes, des presses à briques, des marteaux, piqueurs leur ont été offerts, du matériel d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA qui permettra à ces très petites entreprises d'accompagner dans les différentes régions les ménages à l'acquisition de latrines à coût réduit. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à l'inauguration d'un complexe hôtelier 4 étoiles à Korogo. Siandou Fofana a aussi inauguré un hôtel 3 étoiles à Kouto dans la Bagoué. Une inauguration en présence du porte-parole du gouvernement et du ministre de la Construction. En toile de fond, il s'agit de réaffirmer l'attractivité de la destination ivoirienne en valorisant bien sûr le tourisme dans le nord du pays. La correspondance d'Ami Sissoko. Iris Mokorogo offre enfin tous les services requis par son rang. L'unique hôtel 4 étoiles du Poro, avec 55 chambres, appartements et suites, peut à nouveau accueillir des personnalités de passage dans la région. Pareil pour le tout nouveau réceptif hôtelier 3 étoiles de Kouto dans la Bagoué, le Printemps Katana avec 45 chambres. Ces 2 hôtels de haut standing sont l'œuvre de l'ex-ministre de l'Agriculture, Dosongi Kone, cadre de la Bagoué, sur un financement de l'Atlantic Financial Group à plus de 4 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre du Tourisme, nous poursuivons depuis de très nombreuses années dans votre combat pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Avec vous, nous sommes certains que le tourisme deviendra rapidement un moteur de développement de notre cher pays. L'inauguration ce week-end de ces infrastructures
présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Sindou Fofana, a réuni membres du gouvernement, personnalités et populations. Le renforcement des infrastructures hôtelières modernes est une préoccupation pour le gouvernement dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Korogo abrite l'une des poules de la compétition. Sur 100 emplois créés dans le monde, 10 proviennent des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et le tourisme est le 3e secteur exportateur au monde avant le secteur de la sidérurgie et le secteur de l'automobile. Quand on a vu tout ça, on comprend bien pourquoi notre aîné a bien pris ce chemin pour investir, pour faire de Korogo ville hautement stratégique et la région du Poro une région hautement stratégique dans l'économie nationale. Et nous devrons tous y contribuer. Et pour ma part, je ne manquerai pas un seul instant à jouer ma partition pour faire de Korogo et de la région du Poro un pôle attractif au plan touristique. Avec Iris Monkorogo et le Printemps Katana, ce sont plus de 200 emplois directs et plus de 600 autres indirects. Dans la soirée, le ministre du Tourisme, en compagnie de son collègue de la communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, était au quartier Koko à Daleka, village des sculpteurs, pour la remise de 2 bâtiments qui serviront de stockage et des sites d'exposition des sculptures. Retour à Abidjan avec la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration qui a rencontré ce lundi les gestionnaires des ressources humaines des départements ministériels. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la rencontre qui vise une gestion optimale des ressources humaines dans les différentes structures étatiques. Rascando. Absence dans l'administration publique, abandon de postes, contrôle de présence et rejet massif des agents affectés dans certains ministères. Entre autres préoccupations abordées par les gestionnaires des ressources humaines au cours d'une rencontre d'échange avec la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration qui aura duré plus de 5 heures d'horloge. Il arrive souvent que les agents qui sont mis à notre disposition n'aient pas de poste de travail en raison de la capacité d'accueil qui est assez limitée par rapport à l'effectif que nous accueillons. Et lorsque, par exemple, nous exprimons un besoin d'un ingénieur en travaux publics au ministère des Transports, nous attendons recevoir cet ingénieur, pas un autre profil. Le constat est que souvent, nous recevons d'autres profils que ceux que nous avons exprimés. Cette rencontre a aussi fait l'évaluation des affectations des admis au concours de 2019. Sur les 21 492 candidats admis, 20 674 ont été affectés et parmi eux, plus de 5 000 n'ont pas encore pris service. Ces questions également ont été abordées et plusieurs pistes de solutions ont été évoquées, dont notamment l'absence de contact pour appeler les intéressés, l'ignorance des intéressés quant à la procédure d'affectation, c'est-à-dire regarder comment je sais dans quel ministère on m'a affecté, et puis aussi la volonté des intéressés de ne pas aller prendre service parce qu'ils ont l'espoir de changer de ministère. Face aux différentes préoccupations soulevées, la ministre livre sa vision. Nous devons nous engager à définir une politique de gestion des ressources humaines civiles de l'État. C'est une exigence. Pour tenir compte des contraintes de modernisation de notre administration, et les DRH que vous êtes devez être naturellement au centre du processus d'appropriation de cette instruction du président de la République. Il nous faut également poursuivre l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences dans l'ensemble des départements ministériels. Le processus est en cours. Je voudrais également indiquer la nécessité d'accélérer le profilage et la codification des postes de travail. Le but visé par ces dispositions, une administration publique moderne, efficace et qui fournit aux usagers un service de qualité.
Je vous propose à présent d'écouter le communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante, un communiqué relatif à la tenue des élections partielles des sénateurs. Il est lu par Jean-Marc Djadji. Décision numéro 007, CEI, SNP, CC, du 21 juin 2021 portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021. La Commission électorale indépendante, CEI, article 1, déclare, conforme aux prescriptions légales, la composition des dossiers de candidature de Déni Akadi Claude et Melé Djaboud Hilaire, candidat dans la circonscription électorale des Grands Ponts, Traoré Drissa, Diaby Vassiriki, Ousmane Silla et Touré Nabi Issouf, candidats dans la circonscription électorale du Kabadougou, Kambiré Sié et Yen Tontoli Ange Patrick, candidats dans la circonscription électorale du Bunkani, Ouattara Ouseni et Kosonu Kwasi Ignace, candidats dans la circonscription électorale du Gontougo, Niézéré Ignace, Baflan Laure et Clé Georges, candidats dans la circonscription électorale de l'Anawa. Article 2 déclare éligibles les surnommés. Article 3 indique que tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel la présente décision dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de publication de la liste des candidats par la CEI. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tout autre moyen. Décision délibérée par la Commission électorale indépendante en sa séance du 21 juin 2021. Un mot de politique à présent, le RPCP entend s'implanter durablement sur toute l'étendue du territoire national. La présidente du parti était devant la presse le week-end dernier. Le bilan et la relance des activités du parti ont été abordés. Ahmed Traoré avec le commentaire de Cheikh Koné. Elle a indiqué dans son discours d'orientation à la faveur de la 18e convention de sa formation politique qui s'est tenue au siège de son parti à Cocody. Henriette Lagou a affirmé que son parti va travailler à son implantation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un bureau politique de la maturité et du redécollage, selon la présidente du RPCP, Renouveau pour la Concorde et la paix. Henriette Lagou a en outre insisté sur le fait que la paix, pierre angulaire du RPCP, doit être davantage au cœur des actions de son parti. Elle s'est ensuite donnée pour objectif de positionner le parti comme une force politique d'avenir. Nous avons réussi le retour sécurisé d'exilés et qui se sont réfugiés hors du pays à la faveur de la crise de 2010. Nous avons été les pionniers en matière de réconciliation et de paix dans notre pays. C'est dans cette veine que nous avons pris part à l'élection présidentielle de 2015 où nous avons porté un candidat. Première expérience présidentielle. Elle fut enrichissante, profitable pour notre parti. Le RPCP, parti politique centriste, a vu le jour le 12 décembre 2012. Selon ces tests, une convention se tient entre deux congrès. Elle a la compétence de délibérer sur tous les problèmes dans ce laps de temps. Le parti se prépare pour son deuxième congrès qui s'y tiendra cette année, 2021. Je vous le disais en titre, il connaît parfaitement le milieu du sport en Côte d'Ivoire pour avoir dirigé le Comité national de soutien aux éléphants, le CNSE, et occupé par 2 fois le portefeuille du ministre en charge du sport. François Albert Amicha a pris fonction ce lundi à la tête du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le film de la passation de charge avec Ngamble Konaté et Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est désormais piloté par François Albert Amichia, qui remplace à ce poste Lambert Fekese. Une cérémonie protocolaire de passation de charge présidée par Aoutou Emmanuel Kofi, directeur de cabinet du Premier ministre, en présence des membres des différentes commissions techniques du COCAN. Sur l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023 attribués à la Côte d'Ivoire, Lambert Fekese a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux et les difficultés qui pourraient handicaper la marche du COCAN. À ses collaborateurs, il a demandé
de se mettre à la disposition du président entrant. Appréciant ce bilan à mi-parcours, François Albert Amichia a dit son admiration pour le travail réalisé avant de souhaiter la contribution de tous pour relever les défis liés à l'organisation de la CAN 2023. Le temps est compté. Nous sommes à moins de 2 ans de la tenue de la CAN 2023 et il nous faut aller vite. C'est une CAN qui se déroule dans plusieurs villes du pays. Nous allons donc associer non seulement l'administration déconcentrée, mais également les structures décentralisées, c'est-à-dire les maires, les présidents des conseils régionaux. Et maintenant, avec la nomination des ministres-gouverneurs, nous allons travailler avec toutes ces personnes. Avant de passer la main à son successeur, Lambert Fekesse s'est entretenu une trentaine de minutes avec lui à huis clos, avant de lui souhaiter bon vent. Structure créée en 2017 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, le COCAN a pour mission de concevoir et de mettre en place des infrastructures dédiées à la CAN 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. La fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin de chaque année, une célébration assez particulière due au contexte de la Covid-19. À Treichville, Yopougon, malgré le temps pluvieux, les ONG et les collectivités ont tenu à marquer l'instant. Le reportage de Franck Kodio. Les rues de Treichville, aux couleurs des notes musicales. Les marionnettes géantes sont de sortie, sont de la fanfare, des grelots, mais aussi de la prestidigitation. Tout un programme pour cette première édition de la fête de la musique à Treichville, organisée par l'association Étoile du Sud, en partenariat avec le collectif artistique Cody Jazz. Je dirais que la couleur principale, c'est la diversité musicale pour tous. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Le concept est simple. La musique de midi à minuit. Plusieurs artistes sur la scène du Sénat Café Théâtre au Centre national des arts et de la culture de Treichville. Ce jeune groupe a à cœur de promouvoir cet instrument traditionnel. Cet instrument traditionnel est à la base des coques. Les coques d'un fruit relié à une corde pour pouvoir faire le mouvement de secouer d'entrechoc. Les Abouris l'appellent le damlakoso. Sinon, cet instrument, on le retrouve dans plusieurs de nos cultures ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Le balafon, art traditionnel, mais aussi des arts plus urbains, tels le rap, tous sont de la partie. Et ça fait vraiment du bien et c'est une très belle occasion aussi qui nous est donnée en tant que nous, acteurs du hip-hop. Le premier magistrat de la commune, François Amichia, en compagnie des ambassadeurs d'Italie et d'Espagne, a réaffirmé son engagement en faveur des arts et de la culture à Treichville. La nuit tombée, autre décor, la commune de Yopougon, où les autorités municipales ont offert un concert géant aux populations. De l'ambiance et de la musique jusqu'au bout de la nuit, en dépit des intempéries, la fête de la musique, en avant-première de la date du 21 juin, ce samedi, aura tenu toutes ses promesses. N'est-ce pas que la musique adoucit les mœurs? Dans l'actualité hors de chez nous, les forces françaises de l'opération Barkhane ont été attaquées ce lundi dans le nord du Mali, à 160 km au sud de la principale ville du septentrion, Gao. C'est un véhicule piégé qui a été utilisé par les djihadistes. Des militaires français et des civils maliens ont été blessés, des kamikazes tués. Et voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci de votre aimable attention. Ce journal est terminé. L'info se poursuit sur le www.rti.ci. Bonsoir et portez-vous bien.